Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être avec nous ce matin pour notre troisième Delville Academy. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, quelques mots sur Delville Management, donc cabinet de management de transition, pure player, créé en 2010 par Patrick Abadi. Nous sommes aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs. Nous sommes présents donc à Paris, à Lyon, à Lille, à Nantes, à Toulouse et à Munich. Aujourd'hui, nous avons environ 150 missions en cours. Alors, au sein de Delville Management, nous avons un club de décideurs, le club Delville, constitué d'experts, et nous nous sommes dit que ce serait bien de partager leurs expertises auprès de notre écosystème dont vous faites partie. Et c'est ainsi qu'est née la Delville Academy. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Jackie Santioni, bien évidemment membre du Club Delville, manager de transition, spécialiste des situations sensibles. Jackie va nous parler de la gestion de crise en entreprise. Comment s'y préparer, comment limiter les impacts et garantir la continuité de l'activité. Quels sont les leviers à activer? Un sujet donc tout à fait passionnant. Pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en bas ou en haut de votre écran et nous y répondrons au fil de l'eau pendant l'intervention de Jackie. Alors Jackie, je te remercie d'être présent ce matin et je te laisse la parole. Merci Delphine. Bonjour à tous. Alors, le but de cette visio, c'est de parler de gestion de crise. Alors, on en parle beaucoup ces temps-ci, que ce soit au niveau agroalimentaire, au niveau industriel, au niveau BTP. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde croit savoir ce que c'est une crise et comment la gérer. Et beaucoup se trompent en pensant que ou on ne dit rien, ou on communique beaucoup. On a vu dans la presse qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé l'une ou l'autre, où ils ont essayé de se taire, et ça porte souvent des mauvais fruits. Ou alors c'est l'inverse, on communique trop et mal. Donc je vais essayer un peu de vous faire le déroulement de ce qu'est une crise et comment on peut, tant soit peu, la préparer, sachant qu'une crise n'est jamais prévisible. Donc on essaye d'envisager ce qui pourrait nous arriver. Et puis on parlera aussi de la communication, c'est comment gérer sa communication en temps de crise. Alors, déjà on va parler de la définition d'une crise. Une crise, c'est une situation exceptionnelle qui comporte des risques graves et demande une organisation spécifique et des procédures d'exception pour être gérée. Une crise, elle ne prévient pas, elle ne s'annonce pas, elle défonce la porte. Vous arrivez sur votre lieu de travail où vous êtes en week-end, tout se passe bien, 5 minutes après, vous avez une crise, un mort, un incendie, une explosion. Il existe trois grandes familles de crises. La crise interne, qui peut être structurelle, organisationnelle, sociétale, sociale, managériale, et qui est en interne de votre propre structure. Il y a la crise externe, qui peut être économique, politique, sociale, sanitaire, c'est-à-dire qu'on a la crise sort de la structure, sort des limites de la structure. Et puis on a l'hypercrise. Alors on en a connu tous une en 2020, c'est la pandémie. C'est quelque chose qui prend une ampleur nationale, voire internationale. Quel que soit le niveau de... Attendez, j'enlève le bruit. Quel que soit le niveau de gravité, une crise peut durer et avoir des conséquences irréversibles dans le temps. L'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se dire, je vais rien dire, je vais passer, je vais baisser la tête. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de ça, j'avais un client qui était un gros faiseur dans la chimie. Il y a eu un de ses collaborateurs qui est tombé de 13 mètres de haut. Accident, suicide, on ne savait pas trop. Par contre, ce qui a été décidé au niveau du corporate, c'est on ne dit rien, on ne fait rien, et ça passe. Sauf que le fait de ne rien dire a attiré les journalistes, a attiré les riverains, et une rumeur a commencé à se faire disant que la personne qui avait eu cet accident avait un petit calepin noir sur lui et qu'il notait toutes les dérives de la société au niveau protection, HSE et autres. Et qu'en gros, le groupe avait envoyé 2 gros bras pour apprendre à voler à la personne. Ben, vous voyez, tout en restant sur cet exemple-là que j'essaie de rendre léger, nous avons une mort d'homme d'une façon inexpliquée. Et au lieu d'avoir une vraie réponse
une vraie prévention par rapport à ce qui peut arriver suite à cette crise, on a un entrepreneur qui nous dit, oh, moi, je fais rien. Et en fin de compte, ce n'est pas le sujet. Alors, il ne faut pas non plus dans l'excès tomber tout de suite en disant, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, mais la crise a un rythme. Chaque crise a eu un rythme. Et il faut savoir le prendre, le sentir pour justement arriver à savoir à quel moment on doit réagir, à quel moment on doit se taire. Alors, remarque, la mécanique d'une crise n'est jamais identique, même si son schéma de gestion est le même. Pour une même crise, le décès d'une personne, par exemple, son impact et sa gestion peuvent être différents. Vous n'aurez pas le même niveau de crise ni le même impact de crise si dans une société, c'est le dirigeant qui décède, par exemple, ou si c'est un salarié, ou pire, si c'est un passant. Alors, je ne suis pas en train de mesurer la valeur d'un homme par rapport à un autre, c'est simplement que l'impact sur la société, sur son image, n'est pas du tout la même si c'est un employé qui décède ou un passant dans la rue. Je donne l'exemple parce que j'ai eu un client quelques temps de ça qui faisait des échafaudages et il y a un échafaudage qui est tombé, il a blessé un passant. Ben, ça marque beaucoup plus que de dire il y a eu un accident de chantier parce qu'on estime que la personne qui est sur place a déjà la formation, et était dans une situation où il était protégé. Deuxième chose qui est importante, c'est de bien définir la différence entre gestion de crise et gestion de risque. La crise, la crise, c'est une réponse à un événement non prévu, susceptible de nuire ou de menacer les opérations commerciales ou les individus, alors que le risque, c'est l'identification et l'acceptation des risques. Si vous avez une société qui produit des produits chimiques, euh, vous devez faire une analyse des risques, une gestion des risques, puisque vous avez de l'acide, et donc vous mettez en place pour chaque problématique détectée une réponse. Une crise, vous ne pouvez pas la prévoir parce qu'elle n'est pas prévisible. Et ce n'est jamais ce que vous avez envisagé qui arrive. La nature de la crise, elle est réactive, c'est-à-dire qu'on a un problème, on réagit, alors que le risque, c'est proactif, on prévoit avant. L'objectif principal de la gestion de crise, c'est de réduire la tension lors de l'incident, alors que le risque, la gestion de risque, c'est l'identification des menaces. Vous voyez, le risque est en amont, la crise en elle-même, elle est directement dans le moment présent. Et quant au niveau engagement, c'est faire ou réagir pratiquement. On a une crise, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait? Risque, c'est connaître les individus et l'environnement lié au produit et au service. Alors, j'ai essayé de définir un cycle de vie d'une crise. Quelle que soit la qualité, quel que soit le niveau, quel que soit le domaine de la crise, il y a à peu près 4 ou 5 phases. C'est-à-dire qu'entre le temps et l'amplitude de la crise, vous avez une première partie qui est ce qu'on appelle les signaux faibles. Vous avez différents éléments qui reviennent régulièrement. J'en sais rien, par exemple une fuite de gaz ou une machine qui tombe en panne, ou régulièrement vous avez des éléments de non-qualité qui reviennent. C'est ce que j'appelle la structure vibre, c'est-à-dire que vous avez, quand vous avez un peu d'expérience, vous sentez que l'ambiance, le fonctionnement de la structure de l'entreprise a un problème. Et c'est là où il faut, quand on a un peu d'habitude, commencer à chercher à ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, les vibrations, si on peut dire, continuent à s'amplifier et vous vous retrouvez avec un élément déclencheur, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 10 fois un incident, vous n'avez pas vraiment tenu compte, et le 11e, pourquoi plutôt celui-là qu'un autre, fait que la crise démarre. La crise a une montée ascendante très très forte. Elle est de plus en plus rapide, elle est de plus en plus stressante. Et votre rôle, quand vous êtes en charge avec votre équipe de la gestion de crise, c'est d'arriver à trouver un moyen pour la stabiliser. Vous ne l'empêchez pas d'être, vous ne pouvez pas résoudre le problème tout de suite, mais vous essayez d'essayer de la freiner, d'essayer de la réduire. Et en général, si vous êtes bien organisé et que vous avez su prendre la bonne voie, la bonne logique pour résoudre la crise, vous repassez en phase descendante. C'est donc le pic dépassé, la crise semble maîtrisée. Je dis bien semble parce que souvent l'erreur que font les entrepreneurs, c'est de dire, bon, le coup est passé, on passe à autre chose. Non, parce que quelquefois, vous avez effectivement
la phase descendante qui continue et vous vous retrouvez avec une crise sous contrôle, votre communication, vos moyens techniques, vos moyens humains vous donnent la bonne méthode, la bonne façon d'avoir sous contrôle la crise. Puis quelque part, si vous n'avez pas vraiment pris toute l'ampleur de cette crise, il y a un deuxième élément déclencheur qui démarre, assez jumeau au premier, et vous repartez dans une surcrise. Et là, elle a encore plus d'effets dévastateurs puisque ça vous fait deux coups. Je donne un exemple sans citer de nom. Société agroalimentaire qui a un problème sur sa sécurité alimentaire, sur la qualité de ses produits, euh, monte, la crise se déclenche, on a des avis, on a des commentaires dans la presse, ainsi de suite. Les gens parlent beaucoup, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'en ne bougeant pas trop, en essayant un peu de calmer, et surtout en niant tout ce qui est possible de faire, ce qui est une erreur, la crise va être contrôlée. Simplement, quelques jours après, des vidéos apparaissent. Et là, on voit qu'effectivement, il y a des moisissures, il y a des produits qui sont par terre, ainsi de suite. Et donc, on repart. Mais la deuxième phase est beaucoup plus forte que la première, puisque la première, on a essayé maladroitement d'atténuer le coup. Et donc, quand le deuxième coup part, bah, ça fait un effet amplificateur. Donc, il est toujours très important dès le départ, de savoir ce qu'il faut faire pour maîtriser la phase ascendante, d'essayer de stabiliser le pic de crise et surtout, quand elle repart en phase descendante, d'éviter qu'elle puisse redémarrer. Alors, la gestion de crise par étapes. Ce qu'il faut faire, c'est bien en amont, en fonction de son activité, en fonction des risques. Et donc, c'est là où je vous disais que risque et crise ne sont pas les mêmes, mais on s'appuie sur les risques potentiels qu'on a déjà analysés plus tôt. C'est d'analyser tous les scénarios de crise possibles et de les évaluer hiérarchiquement. Tous les risques, que ce soit décès de l'entrepreneur, que ce soit un accident de chantier, que ce soit un incendie, que ce soit la défaillance d'un banquier, vous, quelle que soit la société, vous n'avez pas forcément le même niveau hiérarchique. Donc, on a un système très simple qui sera une matrice qui ressemble à peu près à celle de la gestion de risque. C'est qu'on définit la faiblesse ou le cas de fréquence, la force et le cas de la gravité ou le cas de, de synchronisation de la crise. C'est-à-dire que dans le cas le moindre, on va dire vert, qui est faible, vous voyez le petit personnage que j'ai indiqué doit passer un fossé. Le fossé est peu large, donc la probabilité qu'il tombe dans l'eau est peu probable. Mais en même temps, comme c'est de l'eau et rien d'autre, l'impact va être peu. Il risque peut-être de tomber dans le bassin, mais en même temps, il ne sera que mouillé. À l'autre côté de la matrice, vous avez le même petit fossé qui est plus profond et surtout qui a des pics. Donc, il y a une faible probabilité que le petit bonhomme ne puisse pas traverser, mais même s'il tombe, là par contre, il y aura un fort impact puisqu'il risque de se blesser. Le troisième cas, c'est le bassin sur lequel on doit traverser est beaucoup plus large, donc il y a une forte probabilité qu'il se mouille, mais en même temps, ce n'est que de l'eau. Et le dernier cas, et c'est sur celui-là où vous devez travailler quand vous faites ce genre de matrice, c'est que vous avez un ruisseau, un fossé à traverser qui est très loin, très large, avec des pics à sa base, ce qui veut dire que vous avez une forte probabilité d'avoir le risque de tomber et en même temps, si vous tombez, il y aura un fort impact sur vous. Et bien pour l'entreprise, c'est exactement la même chose. Dans les trois premiers cas, vous ne vous intéressez pas à ça, puisque en gros, vous avez ou une faible probabilité, ou même si la probabilité arrive, vous avez un fort impact, mais qui a peu de conséquences. Par contre, dans le troisième cas qui est élevé, vous devez ne prendre que les crises qui sont à forte probabilité pour votre entreprise et à fort impact. Alors, assurer une veille des signaux faibles. Je vous ai dit au départ que quand on regarde la courbe de vie d'une crise, il y a une multitude de signaux faibles. On doit préparer les plans d'action en cas de situation de crise, créer la cellule de crise, et j'en parlerai après, et définir le rôle de chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une crise, même si on ne peut pas la prévoir, se prépare, ce qui est un peu la difficulté. On forme les membres de la cellule de crise et les équipes sur le terrain en définissant leurs fonctions durant la crise, en leur préparant pour certains des médias trainings, c'est-à-dire on parle, on peut être interviewé quand on a un certain niveau de responsabilité dans une entreprise par la radio, par
par le journal de télévisé. Donc, le phrasé, les explications doivent être préparées. Et bien sûr, les fiches d'intervention. Quand la crise arrive, vous passez donc en phase crise, et là, il faut prévoir des moyens fiables et efficaces d'intervention pour la crise. Vous devez agir en fonction des procédures et des checklists, c'est-à-dire revoir les points 2 et 3, et collaborer, communiquer, organiser et documenter. La crise, la gestion de crise ne supporte pas l'à peu près et le test. Euh, et la troisième chose, c'est assurer le retour à la normale. Quand la crise redevient contrôlable, c'est tout ce qui est plan de continuité de l'activité ou plan de reprise. Et analyser, bien sûr, le REX, c'est-à-dire revoir durant cette crise tous les points qui ont pu être oubliés, qui ont pu être maltraités. Jackie, excuse-moi, je t'interromps. Nous avons d'ores et déjà des questions qui nous parviennent. Donc, Oui. je laisse la parole à Nathalie Lautour, qui va te les poser. Merci, Nathalie. Bonjour à tous. Effectivement, plusieurs questions, Jackie. La première étant, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur la prévention et les simulations à l'image des militaires qui font de grandes manœuvres, par exemple, pour être prêts quand la crise survient? Alors, c'est le cas de la crise, c'est-à-dire que vous verrez dans le déroulement, à un moment, on fait des scénarios de crise et on les applique, on les essaye, on joue le jeu. Voilà. La difficulté, c'est pas forcément ces exercices, même si c'est pas simple, parce qu'en gros, on fait comme une alerte incendie, c'est-à-dire qu'on décide de s'en prévenir qu'aujourd'hui, nous avons eu un mort sur un chantier ou nous avons eu une pollution chimique. La difficulté, c'est qu'il y a tellement de cas différents, tellement de possibilités de dérive d'une crise qu'on ne peut pas forcément couvrir toutes les possibilités. Donc, durant cette préparation à la crise ou à la gestion de crise, on essaye de faire effectivement le maximum de scénarios, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais oui, oui, c'est tout à fait prévu, ça. Il faut absolument s'entraîner. Simplement déjà pour communiquer avec les salariés, communiquer avec l'extérieur, communiquer avec les moyens de communication qu'on a actuellement et bien arriver à expliquer pourquoi et à rassurer. Voilà. Et alors, dans le même temps, on nous pose la question suivante. On est depuis 2008 en crise permanente. Est-ce que la gestion de crise n'est pas une composante à part entière du métier de dirigeant? Oui. Oui, oui, moi je suis dans l'industrie depuis 1985. J'ai connu une époque où le mot crise n'existait pas. C'était en gros un problème de management, mais pas un problème environnemental ou de société. Et maintenant, on est vraiment régulièrement, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, sur des problèmes de crise, que ce soit des problèmes d'accusation de harcèlement, qui peut être une crise, surtout quand c'est à un niveau, que ce soit au niveau de problèmes de sécurité sanitaire, que ce soit au niveau comment dirais-je, de relations qu'on peut avoir avec tel ou tel organisme ou autre, on est continuellement en crise. Et c'est pour ça que la gestion de crise est de plus en plus le thème du jour, parce que tout le monde n'est pas prêt. Moi j'ai un client que j'adore, qui est très, très bonhomme, et qui me dit, non, mais moi, je fais partie de telle ou telle association professionnelle, je sais parler en public, par exemple. Et je lui dis à chaque fois, ce n'est pas la même chose de parler en public alors que le public vous est acquis. Vous allez parler comme moi aujourd'hui, telle ou telle thématique, il y a peu de chances que vous soyez agressé pendant l'après. Quand vous êtes dans une problématique du style à mort d'un employé, vous n'avez pas le même public. Vous n'avez pas. Donc tout ça se prépare, effectivement. Merci, Jackie. Question suivante. La crise la plus fréquente aujourd'hui est la crise cyber. Comment prévenir ou traiter? C'est peut-être l'objet d'une autre conférence, mais la question est posée, donc il est vrai que elle Alors, est intéressante. alors, il y a deux styles de crise à ce niveau-là. C'est la crise cyber, c'est-à-dire effectivement des attaques sur le cyber, et puis ce qu'on appelle les attaques au président, c'est-à-dire que vous avez où on attaque directement votre organisation au niveau des SI. Et là, bah, c'est comme toute crise, il faut prévoir, mettre les systèmes de sécurité, les boucliers, les anti-extrusions et autres. Et puis, on a de plus en plus une chose qui apparaît, qui est assez curieuse pour moi. C'est ce qu'on appelle l'arnaque au président ou la crise au président. C'est quelqu'un qui se fait passer pour le président,
appelle la comptable ou le directeur financier et dit, bah, vous reconnaissez ma voix? Oui, oui, bah, voilà, je suis en train d'acheter à l'autre bout de la terre une usine, j'ai besoin d'argent, vous allez me déposer de l'argent. Alors ça peut faire sourire quand je le dis comme ça, parce qu'on se dit, bah, enfin, on connaît la voix de son président, mais 80% du temps, ce genre de problème a été évité au dernier moment. C'est-à-dire qu'à un moment, la lumière se fait en disant, attends, mais... Et ça aussi, c'est des attaques, par contre, de plus en plus fréquentes. Il y a les cyberattaques et il y a aussi cette forme d'attaque qui est, on essaie d'arnaquer par la voix du président. Et Jackie, que pensez-vous des entreprises qui, par manque de processus fiables, sont en crise permanente et éteignent les situations et n'arrivent pas à prendre le temps de travailler sur le fond du problème structurel? Alors, moi, je pense que les temps changent et qu'il faut savoir s'adapter. Euh, Toute société, je dis bien toute société, qu'elle soit PME ou qu'elle soit une grande entreprise, un grand groupe, aura tôt ou tard des problèmes de crise. Et c'est une obligation pour moi, en tant que dirigeant, d'avoir des sociétés qui soient à l'abri de ce genre de choses. Alors, on ne sera jamais à l'abri de la crise, mais on sera à l'abri du fonctionnement. On peut pas se, on peut pas se, comment dire, ne pas se préparer. Euh, Nous sommes dans une phase où toute crise est possible dans toutes les activités. Et donc, le devoir d'un entrepreneur, le devoir d'un patron de société, c'est justement d'être prêt à. Je donne un autre exemple. Quand je fais une intervention chez un client, en général, je parle directement au président ou au directeur général, et je dis toujours la même chose. Vous devez tout me dire. Alors, pas seulement au niveau industriel, mais je veux savoir si vous avez eu des problèmes dans le passé, si vous avez des problèmes de sécurité, parce que souvent, le dirigeant sait où pêche son organisation. Et je me rappelle d'avoir déjeuné avec un des proches du président de l'époque, et qui me dit, tiens, le président part à la chasse au Kenya dans 15 jours. Donc je retourne le voir en me disant, vous n'avez pas oublié de me dire quelque chose? Oh, il me dit, ça, c'est perso. Non, parce que rien n'est perso. Si il y a une vidéo qui passe sur Instagram où on voit Monsieur Robert, président de la société Robert, qui tue un éléphant ou un buffle, même si, quelle que soit l'explication, à l'époque, on m'a expliqué que c'était un cheptel défini dédié pour ce genre de sport, bah, ce sport, l'activité, on ne mettra jamais sur Instagram Monsieur Robert, personne privée, est en train de tuer un éléphant. On dira Monsieur Robert, président du groupe Robert, 2000 personnes, et va au Kenya pour tuer des éléphants. Donc, tout le monde doit être prêt à gérer une crise, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que c'est très important. Et le mot ne pas avoir le temps n'est pas acceptable dans ce genre de choses. C'est chaque société, à son niveau, à son échelle, doit avoir un plan de gestion de crise. Alors, je vous répète, on ne peut pas tout prévoir dans la crise, mais on sait les scénarios pardon, qui peuvent arriver. Si vous travaillez dans la chimie, vous allez avoir telle typologie d'accident. Si vous travaillez dans le BTP, vous en aurez d'autres. C'est dans le BTP, se dire que dans un des scénarios, on prévoit la chute d'une grue, une chute de personnel, voilà. Tout- donc, ça serait, pour moi, c'est un manque de logique de se dire je gère une entreprise aujourd'hui et je n'ai pas de plan de gestion de crise. Une dernière question, plutôt précision, qui vous est demandée de repréciser, si cela est possible, ce que signifie PCA et PRA. Et on s'arrêtera Alors, là ensuite pour les questions pour vous laisser dérouler la suite de la présentation. alors, quand vous avez une crise qui intervient, vous pouvez avoir une partie de l'activité de votre entreprise qui s'arrête ou je dirais, qui bégaye. Parce que, par exemple, quand vous faites dans l'agro et que vous avez un problème de sanitaire, ben, vous ne continuez pas à produire. Ou vous ne faites travailler qu'une partie des ateliers qui ne sont pas concernés par cette crise. Donc, à un moment, il faut que vous ayez un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire comment on fait pour continuer à produire alors que dans le bâtiment d'en face, on a tout fermé parce qu'il y a un problème sanitaire. Et puis, ou si réellement vous êtes dans ce bâtiment ou dans cette société qui s'est arrêtée parce qu'on ne peut pas faire autrement, ben, il y a un plan de reprise d'activité. C'est-à-dire comment fait-on, crise passée, pour redémarrer notre activité. Et ces deux cas-là font partie en général de la fin de gestion de crise.
C'est-à-dire que passer la crise, eh ben, même en cours de crise, on commence à réfléchir comment je vais redémarrer. On connaît récemment des sociétés qui vendaient du chocolat ou des pizzas qui ont eu des problèmes. Ben, comment on fait pour continuer notre activité? Comment on fait pour la reprendre si on a été interdit juridiquement de produire? Donc voilà, les termes, c'est un, c'est comment continuer notre activité, et l'autre, c'est comment la reprendre. Merci Jackie, on va vous laisser dérouler la suite de votre présentation. Alors, hop là. Oh, tiens, c'est à l'envers. Euh, j'ai parlé de la cellule de crise. C'est quoi? La cellule de crise, ce sont des gens qui ont une fonction normale, enfin je dirais normale, habituelle dans une entreprise, qui du moment où la crise est déclenchée, quittent leur fonction et deviennent membres de la cellule de crise. Alors, ce sont des gens qui sont dédiés pendant un temps donné à gérer cette crise. Donc, il peut y avoir des membres permanents, c'est-à-dire des gens du personnel, ça peut être le directeur financier, ça peut être le directeur général, ça peut être le directeur de la communication, et puis des gens qui sont mobilisables, c'est-à-dire qu'en fonction de la thématique, on a besoin de leur spécialité et ils intègrent la cellule de crise le temps que. La cellule de crise, elle est définie avec différentes personnes. Donc, il y a le responsable de la cellule, c'est lui qui coordonne la crise, la gestion de la crise, et qui coordonne aussi toutes les actions qui sont autour de la crise. Vous avez le responsable de la communication, qui est très important. La communication fait partie de la crise, de la gestion de crise, au même titre que les actions. Il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on a dit, et faire ce qu'on a dit. Et communiquer de façon intelligente, pas disproportionnée, est important parce que ça aide, le système permet d'améliorer la gestion de la crise. On a aussi le responsable administratif et juridique, parce qu'il peut y avoir des problèmes législatifs et autres. On a ce qu'on appelle un coordinateur qui, lui, est chargé de coordonner sous la responsabilité du responsable de cellule l'ensemble de la gestion de crise. On a un rapporteur. Alors, c'est quelqu'un de très important. C'est lui qui écrit les minutes de ce qui se passe, qui a fait quoi, à quel moment, quelle décision a été prise. Et c'est très important d'enregistrer tous ces éléments dans le sens chronologique parce que on peut avoir des dérives, il faut savoir pouvoir revenir en arrière. Et puis surtout, en fin de crise, on fait le REX, donc le retour d'expérience, où on redéploie ce qu'on a vu et on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure des fonctions mobilisables, c'est celles qui interviendront en fonction de la typologie de crise. Le plan de continuité, c'est ce que je vous disais, c'est un document qui recense les procédures et les outils à mettre en place pour assurer la pérennité des prestations. Une interruption d'activité, même limitée, peut suffire à compromettre la place ou la réputation d'une entreprise. Vous produisez un mauvais produit qui peut porter atteinte à la santé des gens. Vous ne redémarrez pas ou vous ne continuez pas votre activité de la même façon. Et puis, il y a la reprise d'activité où là, il y a une interruption plus ou moins longue de votre activité. C'est comment reprendre, comment retrouver ce qu'on était avant la crise, mais en mieux. Alors, quelle est la différence entre gestion de crise et communication de crise? Ben voilà. La communication de crise, c'est à l'interne de la gestion de crise. Et vous avez beaucoup de gens qui inversent les choses en disant je gère la crise en communiquant. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. La communication de crise est un élément de la crise, de la gestion de crise, mais ce n'est pas la principale activité. Moi, je conseille toujours de communiquer assez rapidement, avec des règles assez claires. La première, c'est, mettons que vous ayez un accident mortel sur un chantier, vous dites, la première chose, c'est que vous devez expliquer que vous êtes de tout cœur avec ce qui arrive à la famille de la personne, et de surtout ne pas lancer la faute sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est le mauvais côté de la communication. Il y a quelque temps, du côté d'Angers, il y a eu un balcon, une terrasse qui s'est effondrée alors qu'il y avait des jeunes dessus. Il y a eu quelques morts. La première chose qu'a fait l'entrepreneur qui avait mis en place ce balcon qui s'est effondré, c'est de dire c'est pas moi, c'est l'architecte. Bien entendu, l'architecte a dit c'est pas moi, c'est le maître d'œuvre. Et donc, en fin de compte, je résume, la chose a tellement été prise négativement, dans une turbulence négative, que la société a été obligée de déposer le bilan. Vous ne pouvez pas communiquer. Alors, la communication n'est pas la chose principale, mais elle en fait partie. Mais si vous devez communiquer de façon positive et pas négative. Vous ne pouvez pas dire c'est pas moi, c'est les autres.
Vous devez au contraire développer le truc et assumer ce qui s'est passé. La communication, très clairement, c'est dans un cadre. C'est comme dans le jeu du sumo. Celui qui sort du cadre du cercle a perdu. Donc, que ce soit durant votre communication écrite, votre communication orale, votre communication visuelle, vous devez toujours avoir la maîtrise. Et il faut savoir que si, pour pouvoir communiquer, il faut avoir été préparé. Euh, Quand vous faites une intervention, on va dire, enregistrée, on n'entend que votre voix doit être préparée, puisque c'est le seul lien que vous avez avec les gens qui écoutent. Si vous avez à écrire ou à faire écrire un document communiquant sur la crise, votre document doit être le plus clair possible, le plus simple possible et le plus facilement digérable par celui qui lit. Et le grand sport, l'ultime, c'est quand vous êtes interviewé face caméra. Vous n'y allez pas les deux mains dans les poches en disant je vais bien trouver quelque chose à dire. Pas du tout. Parce qu'en général, quand vous êtes en pleine crise, que vous êtes quelqu'un qui est intégré dans l'entreprise, on va vous demander un interview à la sortie du portail ou quand vous êtes en train de monter dans votre voiture. Donc déjà ça, c'est non. Vous dites, je veux pas. Et si vous avez prévu une interview, il se prépare. Vous faites ce qu'on appelle des questions-réponses. Vous essayez de prévoir toutes les questions possibles, considérant qu'on puisse vous poser sur la crise, et vous essayez de prévoir les réponses. Tout ça, c'est toujours, je dis, c'est pas 100% fiable, mais ça vous permet d'avoir une certaine stabilité dans votre entretien, dans votre discussion. Donc, la communication, c'est très simple, c'est qu'on ne sort pas on ne répond aux questions posées et on ne répond qu'aux choses sur lesquelles on veut bien répondre. Comment dirais-je, c'est la personne qui est interviewée qui mène le débat et pas l'inverse. Euh, Jackie, de nouveau, Oui. pas mal de questions qui nous parviennent. Nathalie, Effectivement, de nouveau, pas mal de questions. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions et on vous présente nos excuses par avance. La première question étant, Jackie, distinguer la communication interne de la communication externe, souvent assurée par des compétences et des acteurs différents. Qu'en pensez-vous? Je suis pas. C'est pour ça que quand je dis qu'on fait une cellule de crise, il y a le membre qui s'occupe le membre de la cellule qui fait la communication. Je pense qu'il faut avoir, pour être crédible et pour rassurer, il faut avoir le même message et si on peut diffuser par la même personne. Parce que si vous avez deux voies de communication, vous avez deux lignes de communication avec deux personnes différentes, le même sujet, les mêmes idées ne sont pas forcément présentées de la même façon. C'est moi qui suis plutôt industriel et fonctionnant en noir et blanc, j'aurais tendance à communiquer d'une façon un peu peut-être trop tranchée quelquefois. Alors que si vous avez quelqu'un qui communique alors qu'il est lui-même communicant, je dirais qu'il arrondit un peu les angles et ça passe. Le message est le même, mais quelquefois, le messager peut faire des erreurs de communication. Donc moi, je serais d'avis de dire, nous avons un ou deux communicants qui ont été formés, qui ont exactement le même verbatim, la même façon de s'exprimer, et qui fonctionnent de partout. Mais je ne crois pas, moi, à la communication transverse ou ascendante ou descendante, c'est-à-dire le président communique et après en dessous on communique. Il faut que ce soit vraiment là où les mêmes personnes qui soient sur tous les fronts. Et d'ailleurs, en général, au niveau communication, ça c'est l'effet lame-gilette, c'est l'effet de lame. Le président ne parle pas en premier, jamais. C'est ou son directeur de la communication ou son expert communication, peu importe, mais lui ne parle qu'à la fin. Pourquoi? Parce que la première personne qui va se présenter en communication interne ou externe peut rater les réponses, peut se faire embringuer dans une conversation, dans un débat qui n'est pas lieu. Et si c'est le président, ben, il n'y a plus rien derrière pour réaffirmer la stabilité. Donc, il faut que le président ne vienne vraiment qu'à la fin. Ça me fait toujours sourire quand je vois à la télévision des responsables, des hauts responsables de groupe qui se mettent tout de suite devant la caméra. C'est une erreur, parce que le coup d'après, il n'y a plus personne. Et donc, on est obligé de remettre la même personne qui réexplique. Voilà. La communication en gestion de crise est un sujet très délicat et compliqué. Et c'est pour ça que ça s'apprend.
Alors, il n'y a pas besoin de faire des années d'études, hein. Il y a des gens qui font de ce qu'on appelle le média training, qui apprennent aux gens la posture, le positionnement, le phrasé, parce qu'il faut être convaincant, il faut savoir dire la vérité. Et pas. Là aussi, quand on parle de communication, la crise, on ne peut pas mentir. Il faut dire la vérité. Dire nos pizzas étaient parfaitement fabriquées, puis 2 semaines après, voir des vidéos qui apparaissent, je ne suis pas sûr qu'on se relève de ce genre d'exercice. Donc, il faut vraiment que les communicants, peu nombreux, soient capables de gérer eux-mêmes leur message et qu'il soit le même partout. Question suivante, Jackie. La gestion de crise en 7 étapes, telle que vous la décrivez, demande des ressources et s'adresse plutôt à des entreprises d'assez grande taille et structurées. Pour une petite PME, tout ou presque repose sur les épaules de l'entrepreneur. Il ne peut pas créer de cellule de crise, ou tout du moins, celle-ci est très réduite. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 5 personnes autour d'une table pour préparer la crise ou pour la gérer. En même temps, c'est un sujet qui doit faire partie du plan stratégique de l'entreprise, petite ou grande. Et la préparation peut se faire avec l'aide de gens extérieurs, comme moi. C'est-à-dire que on travaille ensemble sur les thématiques, et puis lors de la crise, il peut y avoir des interventions ponctuelles, toujours d'une personne qui vienne soutenir. De toute façon, moi, je déconseille de gérer une crise, même pour une petite structure, tout seul. Parce que c'est compliqué, on parle de la solitude de l'entrepreneur. Dans le cas de la crise, c'est aussi la solitude de l'entrepreneur. Est-ce que je vais voir les victimes? Est-ce que je n'y vais pas? Vous voyez, ça, c'est une question qu'on me demande souvent. Euh, j'ai un décès, c'est Roger, que je connais depuis 20 ans, qui est décédé dans le cadre du métier, et il y a effectivement peut-être un problème de sécurité au sein de l'entreprise. Alors, petite ou grosse, peu importe. Est-ce que je vais à l'enterrement? Oui, je verrai dans le détail. Est-ce que je vais voir la famille ou pas? Ce genre de questions ne peut pas s'apporter tout seul avec l'entrepreneur. Il faut quelqu'un à côté de lui pour l'aider. Moi, je n'ai pas j'ai pas de religion dans ce genre de truc. Je comprends que, par exemple, l'entrepreneur qui a 20 compagnons ou 10 compagnons et qui a Roger qui décède, a envie d'y aller. Parce que lui, il connaît la personne depuis 20 ans, il veut y aller. Il faut donc quelqu'un à l'extérieur, des gens comme moi, mais pas que moi, qui lui disent, attention, vous allez aller au cimetière à l'enterrement, mais vous risquez d'être pris à partie. Donc il y a 2 cas de figure. Vous tombez sur des gens hystériques qui vous insultent, vous disant que c'est de votre faute si Roger est mort. Et donc, vous allez avoir 2 solutions. La première, c'est de partir. Et là, vous avez des choses à cacher puisque vous partez. Ou vous répondez. Et en général, on n'est pas forcément prêt à être pris à partie dans ce genre de situation. Et des fois, le langage déborde. Et il suffit qu'il y ait un téléphone qui fonctionne en vidéo et on est parti dans le mauvais sens. Donc, moi, je conseille à toutes les entreprises de le faire, gestion de crise. Toutes, parce que ce soit le maçon, le plombier, Dieu sait quoi, il peut y avoir des choses qui arrivent dans une entreprise. Après, il faut juste adapter son moyen de préparation à sa structure. Si vous avez 10 compagnons, vous n'avez pas besoin d'avoir la personne de la communication, la personne de la sécurité autour de la table. Il vous faut l'entrepreneur. Quelquefois, ça peut être le comptable ou le gestionnaire, et puis peut-être quelqu'un de l'extérieur qui aide. Mais c'est obligatoire, enfin, à mes yeux, c'est obligatoire de le faire. Dernière question et après on vous laissera dérouler votre présentation. Votre approche est-elle identique lorsque la crise vient de la direction? Et on nous cite le cas d'OpenAI et le départ de Sam Altman. C'est toujours la même façon de fonctionner dans les étapes. Je dirais comment, l'angle d'attaque n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que quand vous êtes à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est le fondateur qui est pris dans la bourrasque, donc qui incarne la société, ses valeurs, sa mission, on ne le gère pas de la même façon. Si vous voulez, le président qui est pris la main dans le sac, ou un employé, un salarié qui a un accident, ou un civil c'est le passant, un civil qui décède par la faute de l'entreprise, ce n'est pas les mêmes niveaux de communication. Mais c'est vrai que
il y a de plus en plus de fondateurs, de créateurs d'entreprises, d'entrepreneurs qui ont des actes qui créent la crise. Je vous parlais tout à l'heure de la personne qui me disait, mais moi je vais à la chasse, c'est perso. Ça peut être aussi quelqu'un qui a confondu la trésorerie de sa société avec sa propre trésorerie. Et ça se gère, enfin, la logique est la même, la gestion est un peu différente. Mais dans ce cas-là, là aussi, est-ce qu'on met en avant, on fait parler le fondateur ou l'entrepreneur ou pas? Et ça aussi, c'est aussi en fonction comment dirais-je, de l'ADN de la société. Une société, regardez, on parle de Lactalis, parlons de Lactalis, donnons quelques noms. Lactalis, l'erreur qu'a fait le président à l'époque, c'est de ne pas parler du tout, en estimant qu'il n'avait pas à parler, que les autres le feraient pour lui. Là aussi, c'était dans son ADN de ne pas parler. C'est quelqu'un qui est très discret et qui ne voyait pas l'intérêt de. Il a fallu quand même qu'il sorte pour s'exprimer. C'est un peu l'exemple pour tout. C'est en fonction du niveau d'atteinte de la crise et qui elle touche et de l'ADN, l'historique de la société, mais on reste toujours sur le même squelette, sur la même philosophie on essaye de sortir de cette crise d'une façon honorable et le moins abîmée possible. Parce que c'est ça l'idée, hein. Et en image et en structure. Très bien, merci Jackie. Alors, juste une recommandation de l'un de nos participants à ce webinaire qui nous dit qu'à ce sujet de gestion de crise, il recommande Une terre promise, un livre de Barack Obama. Ah, intéressant. Voilà. Et on vous laisse poursuivre, Jackie. Merci. Merci. Alors, je vous ai préparé quelques petits cas d'école pour finir. Alors, février 2013, Findus explique avoir retrouvé des traces de viande de cheval dans ses lasagnes vendues au Royaume-Uni. Pardon. Rapidement, plusieurs autres pays sont frappés par le scandale. L'affaire a un retentissement mondial quasi immédiat. Mais 2 mois plus tard, la marque annonce une hausse des ventes de 4%, quand le secteur des plats préparés à base de bœuf enregistre une baisse de 40%. Étonnant. Fintus annonce très clairement, et d'ailleurs ça a été une force pour eux, de dire j'annonce, je ne laisse pas les autres le dire, c'est moi qui ai fait la bêtise, je le dis. Et pourtant, ils continuent à avoir une augmentation des ventes. Simplement, ils ont été transparents. Ils annoncent eux-mêmes que la viande de cheval a été retrouvée dans les lasagnes et ils gardent ainsi le contrôle de la communication sur la crise. Dans ce cas-là, par exemple, ça aurait été suicidaire de laisser parler les autres. Dans un cas comme celui-là où c'est évident qu'il y a un petit problème, qu'il y a un problème, il faut que ce soit l'entreprise qui se mette en avant. Il faut tirer les premiers. Et en général, c'est comme aux échecs, celui qui joue le premier a un peu plus la maîtrise du terrain. Le signal fort qui a fait aussi la aide à la remontée ou à la hausse des ventes, ça a été de retirer tous les produits incriminés malgré l'absence de risque sanitaire. Parce que je rappelle que manger du cheval, ce n'est pas un problème sanitaire, c'est juste on a acheté du bœuf et on mange du cheval. Et la dernière chose, c'est l'engagement. L'engagement, c'est réaliser les tests ADN sur tous ces produits contenant du bœuf, plus s'impliquer dans la traçabilité. Findus a sauvé sa marque en faisant le contraire de ce qu'a fait Buitoni, pour mettre les points sur les i. C'est qu'il a été au-devant en disant oui, j'assume, on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est notre faute, mais un, on vous le dit, deux, on va être très clair sur tout ce qu'on fait, on va vous expliquer ce qu'on fait, et on va tracer tout ce qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à couper l'effet, ce que je vous disais tout à l'heure, l'effet montant ascendant de la crise. C'est qu'on la stoppe justement parce qu'on va à l'encontre de ce qu'on ferait naturellement, qui est de se cacher. Là, c'est on ne se cache pas, on se montre. Nutella, qui est un cas aussi intéressant, en 2000, attendez, parce que j'ai le petit truc qui cache. En 2012, les sénateurs français introduisent un amendement qui vise à taxer davantage l'huile de palme, 300 € par tonne. Le produit est alors décrié de toutes parts pour son impact néfaste sur la santé dans son rôle de la déforestation. Le problème, c'est que Ferrero, qui produit Nutella, a 18% d'huile de palme. Et donc, c'est lui qui est la cible de toutes les remarques, de tous les tirs. Ferrero a fait exactement comme Findus. Il a pris les devants pour communiquer. Il a expliqué ce qu'il faisait, modifié la recette, expliqué aux consommateurs pourquoi utiliser l'huile de palme, blablabla. Il a vraiment essayé d'être le plus
éducatifs possibles. Il a, il s'est engagé à ne plus utiliser d'huile de palme. La communication, faire habilement sur les réseaux sociaux, canal de communication, et il y a même des pages touche pas à mon Nutella qui apparaissent. Un Nutella, toujours des produits avec de l'huile de palme. Ce qui veut dire, c'est que quand on prend la main, et là je ne juge pas, je fais une parenthèse, je ne juge pas comment dirais-je, l'activité de Nutella. Ça, c'est leur politique, j'ai pas. Mais dans ce cas-là, ils ont fait exactement comme Findus. Ils ont été très loin dans la communication. Ils ont expliqué, ils ont fait des réunions, expliqué. Ils ont même créé ce fameux touche pas à mon Nutella. Enfin, c'est pas eux qui l'ont créé, bien sûr, mais bon. Et donc, on se retrouve non pas à être accusé, mais à valoriser ce qu'on fait, ou à tel point que les gens oublient de vérifier s'il y a toujours de l'huile de palme dans le Nutella. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pardon. Oui, effectivement, d'autres questions. Euh, Communiquer sur un défaut produit, c'est aussi le cas dans le secteur automobile qui rappelle des véhicules en cas de souci avant que le problème sorte pour une autre source. Euh, Qu'en pensez-vous dans ce cadre-là? Moi, ça m'est arrivé. J'ai un véhicule qui, je crois, depuis 2 ans, a dû être appelé 2 ou 3 fois pour des problèmes de. Alors, moi, en tant qu'individu, je trouve ça rassurant. Parce que c'est ce qu'a fait Findus ou ce qu'a fait Nutella, c'est pas Ferrero, c'est on retourne le problème. On a un problème on a un problème de fabrication, de qualité ou Dieu sait quoi, mais on ne le laisse pas dériver. On le constate et tout de suite, on assume en disant ramenez vos véhicules, je vais les réparer. Je trouve que c'est une bonne façon de gérer la crise. Parce que l'autre solution serait d'attendre ou de faire une chose un peu discrète. Plus le coup peut être fort, plus il faut marquer la communication. Donc, dans le cas de l'automobile, d'ailleurs, ça devient une sorte d'habitude depuis peut-être, je sais pas, 5 ou 10 ans maintenant. À une époque, c'était pris très négativement, ces rappels. Maintenant, je trouve que ça fait très professionnel. On a un problème, on vous le rappelle, on ne parle plus, quoi. C'est dans beaucoup de choses, c'est comme ça. On lance des produits plus ou moins aboutis, parce que c'est toujours comme ça, il faut sortir le produit à la date, donc quelquefois, ben, puis après, on met des patchs pardon, de régularisation. Moi, ça ne me choque pas, parce que de toute façon, le problème est là, autant qu'il soit géré d'une façon ouverte et claire. Autre question, ne perçoit-on pas actuellement une implication des autorités dans la gestion des crises possibles en collaborant avec les entreprises en amont de la crise pour minimiser les impacts? Ça, c'est vrai, de plus en plus, oui, oui. De plus en plus, l'entrepreneur ou les sociétés sont accompagnés par les organismes d'un genre de Réal et autres. Parce que justement, dans une crise, surtout quand elle a un gros impact, les organismes officiels et nationaux sont pris à partie aussi. On a un problème sanitaire, mais pourquoi les services de l'État n'ont pas fait attention? Donc, eux-mêmes sont amenés à travailler en amont avec les entreprises pour justement, quand, si possible, crise, tout est déjà préparé et tout est prêt, plus ou moins scénarisé. Voilà. Mais c'est vrai que en plus, c'est une aide, sincèrement. Avoir des appuis ou des conseils d'organismes tels que l'Adréal, c'est très, très intéressant. Et alors, Jackie, avez-vous un exemple de crise très mal gérée? Alors, je vous avais parlé de la société qui avait un employé qui était tombé de 13 mètres de haut. Euh, je crois que c'est le cas que moi j'ai connu le pire. C'est-à-dire qu'il y a mort d'homme. Pour des raisons que je n'ai pas compris, même maintenant, on décide de rien dire. Donc, en gros, ben, la personne est morte. Elle laisse une femme et un enfant. On ne dit rien. Et puis, mais quand je dis rien, on dit rien. C'est-à-dire, voilà, le mec se serait simplement écorché le doigt, ça n'aurait pas été pire. On commence à avoir la famille qui commence à monter un peu en questionnement en disant, on veut savoir, vous n'êtes pas capable de me dire si c'est suicidé ou s'il a sauté.
Enfin, s'il est tombé. Euh, on répond, ben, il y a une enquête en cours, on ne peut pas répondre, qui est une erreur, parce que le mot enquête ne veut rien dire, on ne sait jamais la durée d'une enquête. Et puis d'un seul coup, il y a une sorte d'association qui se crée. En général, c'est ce que moi je crains le plus, c'est du moment où les gens commencent à s'organiser. Et ça veut dire aussi que la crise avait été mal gérée en amont. Et là, on fait toujours rien. Mais rien, quand je dis rien, c'est pas de bruit, rien. Il ne s'est rien passé. Et puis, ça continue à enfler. Et puis, il y a un journaliste du coin qui prend le sujet et qui commence à faire des dossiers journalistiques dessus. Et on fait toujours rien. On ne répond pas. Je pense que c'est le pire. Parce que au-delà de ce qui était à la limite, à l'origine, une question normale et saine d'une famille éplorée, on se retrouve d'un seul coup devant un mur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de, on n'invite pas la famille à venir parler avec le directeur ou le président. Et donc, il y a une sorte de rancœur qui se fait, qui est alimentée par, parce qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit dans la région, où se passe le drame, et on se retrouve avec des gens qui sont au centre d'une peine et que rien ne peut expliquer. Parce que les gens ont besoin d'avoir une explication. Comment il est mort, pourquoi il est mort, ainsi de suite. Et donc, on se retrouve avec journalistes, associations, familles qui commencent à monter, à monter, à monter. Et puis d'un seul coup, on sort cette histoire de carnet noir, vrai, pas vrai, peu importe. Et après, bah, bien sûr, il y a la légende urbaine qui dit qu'on a envoyé deux gros bras pour jeter la personne de 13 mètres de haut, ce qui est faux. Par contre, ça, je suis sûr que c'est faux. Mais c'est le pire qui puisse arriver. C'est soit ça, soit nier. Je prends l'histoire de Bitoni. Eux, c'était pas vrai, ça n'existait pas, c'était pas possible, blablabla. Je pense que dans ces deux cas-là, c'est suicidaire, ce n'est pas responsable. Et en plus, c'est un manque de respect pour les victimes. Parce que dans le cas de Buitoni, on a eu des morts d'enfants. Donc, à l'heure actuelle, la pire gestion de crise, c'est ou de rien dire ou d'ignorer. C'est-à-dire ne faire que des réponses neutres. Il faut, à un moment, et je pense qu'assez rapidement, on le sent si c'est dans cet axe-là, il faut bien se planter les pieds sur terre et puis communiquer, expliquer et puis montrer les plans d'action, faire visiter l'usine si c'est un problème dans une usine, ainsi de suite. Mais si on doit avoir pour la pire des communications, c'est celle-ci. Ou celle de dire c'est pas moi, c'est l'autre. Je vous dis, dans l'histoire du balcon effondré, le constructeur a pensé que c'était bien de se défausser en disant c'est pas moi, c'est l'architecte. Pourquoi? Et en plus, l'image qu'il renvoie, c'est je suis un petit enfant, je suis un petit ange, j'ai rien fait. Quand vous faites construire, quand vous faites construire un bâtiment de ce style-là, bah, vous êtes quand même responsable de ce que vous faites. Enfin, sinon, c'est trop facile. C'est comme quelqu'un qui a un accident de voiture, il dit c'est pas moi, c'est la voiture qui a écrasé la personne. On nous demande également, Jackie, s'il y a des particularités à la gestion des crises en entreprise liées à l'environnement. Ouais, euh, vous avez toute la partie qui est gestion des produits genre acides, genre tous les produits contaminants, fioul et autres. Mais alors, il y a la partie qui est directement de la gestion de risque, c'est-à-dire que vous stockez un produit contaminant, vous devez vérifier que le moyen de rétention est préparé, que tout est fait pour éviter des fuites, par exemple, et que s'il y a fuite, on peut résoudre le problème. Donc ça, c'est la gestion du risque. C'est-à-dire, je stocke un produit, je dois m'assurer que, un, je le stocke bien, et que, en cas de fuite, je puisse le récupérer et nettoyer. Et puis après, il y a la partie crise, où pour une raison, je ne sais pas, moi, la foudre tombe sur le réservoir métallique et explose. Et là, eh ben, c'est aussi une gestion de crise, mais d'une façon plus environnementale, plus comment on fait, pourquoi on fait. J'ai connu il y a quelques années de ça, du côté de Montoire, du côté de Nantes, un stockage
de sucre, mais je ne me rappelle plus exactement le terme. Et il y avait un détecteur de niveau et de température qui a chanté. Et donc, on a eu une explosion du réservoir. Donc, c'était de la mélasse, je trouvais plus le nom. De la mélasse partout. Alors, bon, c'est de la mélasse, ce n'est pas extrêmement grave puisque c'est que du sucre, enfin, plus ou moins. Mais c'était surtout comment expliquer, c'était juste après AZF, c'était comment expliquer que cette explosion était, oui, impressionnante, mais peu dangereuse. Et surtout, quand on parle de produits chimiques et autres, c'est très, très compliqué d'être rassurant parce que dans l'esprit des gens, tout de suite, on tombe dans bombe, voilà. À Saint-Malo, il y a le groupe Roulier qui stocke des engrais. Suite à l'explosion qu'il y a eu au Liban, où on a eu une explosion, le groupe a reçu plein de lettres en disant nous sommes inquiets, vous avez des big bags de produits sur le port, si ça explose. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes produits, c'est pas. Alors après, si je dois être franc, oui, avec les composants dont on fait l'engrais, on peut faire des explosifs. Je ne suis pas un expert, mais je sais. Donc, je comprends la crainte des gens. Et donc, c'est compliqué d'expliquer non, nos engrais ne sont pas dangereux. Pourtant, au Liban, ça a sauté. Donc, c'est là où euh, quand on gère une crise de ce type-là, il faut être très pédagogue, très simple dans l'explication, parce que plus on va essayer de montrer la complexité du système, plus on fait peur aux gens. Et vous ne réglez pas la crise. Vous n'arrivez pas à l'empêcher. Alors, Jackie, nous allons devoir conclure. Le mot de la fin, peut-être? Si je dois résumer, je dirais que toute société devrait au moins se pencher sur une organisation de gestion de crise. Rien n'est compliqué dans une gestion de crise si on est préparé et qu'on a les basiques, les principes de base. Mais je pense que tout le monde devrait le faire. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Jackie, de ton intervention tout à fait passionnante, impactante, beaucoup de contenu très clair. Si vous souhaitez voir le replay de cette intervention, je vous invite à nous suivre sur notre page LinkedIn Delvin Management et nous annoncerons donc la sortie de ce replay. Donc, merci infiniment de nous avoir suivis ce matin. Je vous donne maintenant rendez-vous le 14 décembre pour notre 4e Delville Academy. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et une belle fin de semaine. À très bientôt. Merci. Merci Jackie. Au revoir à Merci. tous.